Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. La Guinée va entamer dès le vendredi 5 mars la vaccination contre le Covid-19. Cette vaccination va concerner plus de 2 millions de Guinéens. L'avion transportant les 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm atterrit ce mercredi à l'aéroport international de Conakry-Bessia en présence des ministres guinéens des Affaires étrangères, de la Santé et le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. L'ANAQ, l'autorité nationale d'assurance qualité, a publié les résultats définitifs de l'évaluation des programmes d'enseignement supérieur et professionnel. Certaines matières validées, d'autres non. Comment réagissent les universités participantes? Vous suivrez quelques encadreurs. Sur les bancs, ses rêves étaient autres que faire de la menuiserie, mais le destin et la volonté d'y arriver ont fait de Jessira Dioubate l'une, sinon la seule femme menuisière de Guinée. À travers elle, c'est une invite aux femmes à embrasser les métiers techniques. Nous vous invitons à découvrir le parcours de cette brave dame. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce 22h. Après la réception de 20 000 doses contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a reçu ce mercredi 200 000 doses de vaccins Sinopharm en provenance de la Chine. Il s'agit du premier lot des vaccins contre le coronavirus. Dès ce vendredi, donc, les opérations de vaccination contre la Covid-19 débuteront à Conakry pour plus de 2 millions de personnes. Une assistance humanitaire de la Chine qui vient renforcer la coopération sino-guinéenne selon les autorités du pays. Le point, c'est avec Ali Badara Kamara et nos confrères de Star 21. Il était un peu plus de 14 heures quand le vol s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. À bord, plus de 200 000 doses de vaccins Sinopharm contre le coronavirus. Un acte qui réjouit les autorités guinéennes. Il s'agit de 2 400 000 doses de vaccins annoncées, soit 20% de la population guinéenne. Le personnel de la première ligne et les personnes âgées seront les premiers bénéficiaires. Les premiers bénéficiaires, cela va sans dire, ce sont les médecins qui ont déjà payé le lourd tribut. C'est vrai que nous allons vacciner toutes les personnes âgées de plus de 50 ans dans les quartiers les plus touchés. Mais là, on veut faire d'abord le recensement de ces personnes et demander leur consentement. Après, on va les programmer. Pour le départ, là, nous allons vacciner le personnel de première ligne et affiliés. 30 équipes de vaccination ont été mises en place selon les différentes cibles concernées par les opérations. Le lancement de vaccination contre le coronavirus est prévu ce vendredi au centre de santé de Bessia, dans la commune de Matoto. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui est le bras armé de la riposte du ministère de la Santé, a déjà programmé l'ouverture et lancement de la campagne de vaccination à Bessia le vendredi à 9h30. Donc vous êtes invités parce qu'on n'attend pas. Au fur et à mesure que les vaccins vont venir, on va vacciner la population guinéenne qui a tant attendu. 300 000 doses de vaccins Sinovac sont également attendues à Conakry dans 72 heures. Ces premières doses sont le fruit de la coopération entre la Chine et la Guinée. En raison de l'insuffisance des capacités de production et des prix très élevés, il est difficile pour les pays en développement d'avoir accès aux vaccins qui sont très demandés. Pour aider ces pays à acquérir des vaccins, la Chine avait promis de faire de ces vaccins un bien public mondial pour qu'il soit accessible et abordable dans les pays en développement. Quant aux opérations de vaccination contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, elles se poursuivent dans les centres hospitaliers de la capitale. À date, pas de cas confirmés à Conakry.
Parlant de Covid, les autorités sanitaires parlent d'une augmentation considérable du nombre de cas ces dernières semaines. La principale raison évoquée est le relâchement des gestes barrières. Comment ramener ces mesures dans le quotidien des citoyens? La police a eu une rencontre ce mercredi avec le syndicat des transporteurs dans les gares routières de Conakry. Objectif, sensibiliser usagers et passagers pour le respect des mesures barrières, le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains. Djibril Ba, Aliouba. Le directeur général de la police prend son bâton de pèlerin pour rencontrer le syndicat des transporteurs. Ces derniers pouvant jouer un rôle primordial dans la prévention contre les maladies, notamment le coronavirus et Ebola, Bafoué veut leur parler directement. De nos jours, l'inquiétude est grandissante au regard du taux élevé des cas positifs, alors que la vigilance des citoyens a baissé. Non seulement venir rencontrer les syndicalistes pour que, ici, au départ des passagers des véhicules de transport en commun, que non seulement ces mesures-là soient respectées, la distanciation dans les véhicules de transport en commun, mais aussi le port des masques. À la gare routière de Matoto, un dispositif sanitaire est déployé. Conducteurs et passagers procèdent à un dépistage avant de s'embarquer. Les visiteurs sont interloqués. Ici, tout le monde adhère aux dispositions sanitaires prises. Cette disposition est bonne même pour nous les usagers et aussi pour la santé de la personne lui-même. Quelles sont les mesures d'accompagnement qu'ils ont prévues quant à la distanciation dans les véhicules? Et deuxièmement, hors du Covid-19, nous sommes actuellement soumis à une pression. Nous sommes soumis à une pression extérieure. Quelle est cette pression-là? C'est les coupeurs de route. Bambeto, l'une des gares routières les plus étendues, le constat révèle que l'endroit ne dispose pas d'un centre de dépistage. Si vous ne les testez pas, ils ne vous présentent pas les tests de négativité. Vous les embarquez parce que vous voulez défier l'État. Vous transportez la maladie à tous les vieux et les jeunes du village. Cette prise de contact est comme un moyen de prévention, mais aussi un avertissement. Les policiers déployés sur 4 lieux stratégiques vers la sortie de Conakry seront sans état d'âme sur le non-respect du port du masque et de la distanciation physique dans les véhicules de transport. Au lendemain de la publication par l'ANAQ des résultats définitifs de l'évaluation des programmes d'enseignement supérieur et professionnel, la réaction des établissements concernés ne s'est pas fait attendre. L'Autorité nationale d'assurance qualité habilitée d'évaluer la légalité, la légitimité et les capacités des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes de qualité. Nos reporters se sont rendus au sein d'une université ayant participé à l'évaluation de l'ANAQ pour recueillir les réactions. Suivez donc ce reportage d'André Mossi, Milimono et d'Aluseni Kamara. C'est un exercice auquel tous les établissements d'enseignement supérieur et professionnel doivent se livrer. À l'université privée Général Lansana Conté de Lambagny, 4 programmes ont été évalués et seulement 3 ont été accrédités. L'administrateur général adjoint de l'établissement salue la qualité de l'évaluation. L'évaluation était très tendue, il y avait beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et vis-à-vis des évaluateurs externes. Nous avons pu valider 3 programmes sur 4. Les 3 programmes sont le programme d'architecture a été validé avec une très bonne mention, une très belle moyenne. Le programme d'économie aussi et le programme d'ingénierie. Seul le programme de géomine qui n'a pas été validé. Selon Nabila Youssouf Silla, la non-accréditation d'un programme par l'ANAQ a des impacts directs sur les établissements, mais aussi sur les étudiants évoluant dans ces programmes. Il appelle donc les universités concernées à améliorer leurs programmes et les soumettre à la prochaine évaluation. Puisque un programme n'est pas accrédité, ça veut dire que l'État ne soutient pas ce programme. L'État n'a pas de suivi sur ce programme. Ça veut dire que l'État n'autorise pas à ce qu'on enseigne ce programme. J'encourage les universités qui n'ont pas eu leur programme accrédité à se préparer pour la soumission de 2020-2021. Je les encourage. Certaines universités et instituts professionnels, notamment ceux qui ont vu leur programme rejeté par l'ANAQ, n'ont pas voulu s'exprimer sur la question.
Le 3 mars de chaque année est célébrée la journée internationale de l'audition. Ce mercredi, la direction de l'hôpital régional de Mamou, en collaboration avec le service d'ORL, a organisé des consultations gratuites des personnes souffrant de déficience auditive dans l'enceinte du 10 centre hospitalier. Alpha Mamou de Bari est notre correspondant à Mamou. Des soins auditifs pour tous, filtrés, réhabilités et communiqués. C'est sous ce thème que cette journée mondiale de l'audition a été célébrée ce mercredi au sein de l'hôpital régional de Mamou. Une journée consacrée aux personnes souffrant de déficience auditive. Il faut savoir que le déficit auditif, presque 360 millions de personnes en souffrent. Et donc par conséquent, célébrer la journée internationale de cette audition, c'est de rendre à la population des soins de qualité pour que tout le monde puisse mieux entendre. Au nombre des pathologies qui causent la déficience auditive, il y a l'utilisation abusive des cotons-tiges. Mais il y a aussi certaines maladies infectieuses, à savoir le paludisme, la méningite, qui peuvent entraîner des complications au niveau de l'oreille, donc affaiblir l'audition. En marge donc de cette journée mondiale, une centaine de personnes venues d'un peu partout ont bénéficié d'un dépistage gratuit. Ces dépistages se font par l'examen clinique ORL. Nous faisons l'autoscopie, nous faisons l'examen ORL complet. La consultation est gratuite et s'il y a des extractions de bouchons de cérumen ou tout ce qu'on va faire, tout est gratuit aujourd'hui. La population a massivement répondu à l'appel. Nous avons reçu beaucoup de carnets, beaucoup de malades qui sont venus pour consulter dans notre service. Selon les spécialistes de santé publique, 60% des affections qui peuvent entraîner un déficit auditif peuvent être traitées. Il est juste conseillé aux personnes de souvent vérifier leur audition pour une bonne santé auditive. Lors de son séjour à Bamako, le président de la Chambre régionale de l'agriculture de Boké a visité la ferme de Sibi-Djolomani. Sur ce site, outre l'agriculture, les promoteurs font également de l'élevage, de la volaille et la pisciculture. Baba Girassi se dit fasciné par la qualité de ce projet qu'il compte dupliquer chez lui une fois en Guinée. Idrissa Bari commente les images de Salifou Lifo Cissé. Située dans la périphérie de Bamako, la capitale du Mali, la ferme multidisciplinaire de P3 de Sibi-Djolomani s'étend sur une superficie de plus de 50 hectares. Sur le site, on y cultive des fruits tels que les oranges et la papaye. La ferme fait aussi de l'élevage de la volaille, comme les pintades et les poules. Elle s'active également dans la pisciculture dans ces énormes étangs. On a des carpes et des silures ici. Bon, on fait la reproduction avec des carpes et la reproduction artificielle avec des silures aussi. On fait les techniques de fumage, on grossisse les poissons ici. Notre spécialité même, c'est la vente des alevins. Par an, cette ferme produit plus de 7 millions d'alevins à travers les carpes et 4 millions avec les silures. L'idée des promoteurs de cette ferme est de servir tout le Mali en produits halieutiques. Les clients viennent ici en tout moment. Même aujourd'hui, même ce matin, il y a des clients qui viennent prendre les poissons ici et les alevins aussi, en tout moment. Pour la commercialisation, on n'a pas de problème. C'est très facile aussi. Il suffit de faire grossir les poissons seulement et de faire la reproduction. Pour la commercialisation, quand même, c'est facile, très facile même. Impressionné par la qualité des productions, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Boké se dit fasciné. Baba Girassi dit avoir appris beaucoup de cette visite. Je suis là pour motiver la jeunesse guinéenne, parce que c'est eux qui vont nous relever, pour les faire savoir qu'on peut gagner beaucoup d'argent, pas dans les bureaux, mais au champ. En faisant quoi? Il faut des bons modèles, c'est-à-dire faire des recherches dans d'autres pays pour amener chez nous, pour que nous aussi on puisse exporter ailleurs. C'est pour faciliter la chaîne de valeur, comme le dit notre cher président de la République, le professeur Alpha Condé, pour aider la jeunesse de s'en sortir. Le président de la Chambre régionale de l'agriculture de Boké invite les jeunes à s'investir davantage dans l'agriculture, car à travers cette activité, on peut s'en sortir, précise-t-il.
À l'ouverture de sa toute première agence et la remise de ses taxis à crédit, la remise a eu lieu ce mercredi matin dans les locaux à Lambagny, dans la commune de Ratoma. Une remise en présence des partenaires et cadres de l'entreprise. C'est un reportage de Janet Bemba Koulibaly et d'Abdoulaye Kamara. Un mois après leur lancement officiel, les nouveaux taxis dénommés Banky Drive sont désormais visibles dans les rues de la capitale. Après la première vague, d'autres s'apprêtent à rejoindre la circulation pour assurer le déplacement des citoyens dans le confort. Ces taxis sont donnés à crédit à une trentaine de jeunes pour un remboursement échelonné sur une période de 12 mois. Bon, à mon avis, ça lutte d'abord premièrement contre le chômage. Et ça amène aussi à devenir autonome à un moment donné. Parce qu'après avoir remboursé le taxi, je crois que si ça nous revient, on peut se planifier et éventuellement chercher d'autres aussi. Sincèrement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que là, non seulement ça m'évite de prendre les frais en charge maintenant, et moi-même, j'ai pris un pour moi. C'est le troisième que j'ai avec Banky Drive. Ils sont bien. J'apprécie beaucoup et je leur félicite vraiment. Et j'encourage les jeunes à venir vers eux. Beaucoup d'engouement, près de 3000 personnes sont sur la liste d'attente. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Avec l'appui financier des partenaires, elle dit s'engager pour livrer un combat sans merci contre la pauvreté dans notre pays. Et en plus aussi, on vient de lancer un nouveau produit dénommé bon de réparation de taxi à crédit qui permettra aux véhicules vétus ou aux chauffeurs qui ont leur taxi qui est en panne de pouvoir bénéficier d'un montant maximal de 6 millions pour pouvoir réparer leur taxi et rembourser ça petit à petit à travers leurs recettes. Donc, ce que je peux dire, c'est un projet qui est vraiment reçu par la population guinéenne. Et la demande, elle est très élevée. Aujourd'hui, nous avons plus de 5000 demandes. L'accompagnement des partenaires ne fera pas défaut. À l'image de ce dernier, ils se font confiance et travaillent mutuellement. Dans le cadre de nos activités au Fonds de développement industriel et des PME, nous nous amenons à accompagner et financer des PME qui se démarquent. Donc c'est dans ce cadre que Banky Technologies, avec sa filiale Banky Drive, nous a fait une demande d'accompagnement et de financement que nous avons étudié avec toute l'équipe technique et que nous avons jugé éligible pour un accompagnement financier. Nous avons réussi à financer Banky Drive pour 250 millions, qui est un prêt remboursable. Banky Drive mène ses activités pour mobiliser 70 milliards avec l'appui des partenaires pour aider les jeunes à se faire un boulot. Un incendie s'est déclaré lundi dernier dans un orphelinat de Somaya, dans la préfecture de Koya. 35 enfants de cet orphelinat restent désormais sans fourniture après le passage des flammes. Les responsables demandent de l'aide pour le retour à l'école de ces enfants. Bernard Koundouno et Abakardine Kama. Ce sont 35 enfants au total qui sont désormais sans abri à l'orphelinat d'Imakanae au quartier Somaya dans Koya. À l'origine, un court-circuit survenu le lundi dernier alors que les enfants se reposaient juste après l'école. Ils reviennent de l'école, ils mangent et ils se reposent. Chaque jour, quand les enfants reviennent de l'école, ils mangent et puis ils se couchent pour se reposer. Donc pendant qu'ils se reposaient le lundi, nous avons été surpris par les flammes. Les voisins sont venus nous secourir avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui nous ont finalement aidés. Nous avons tout perdu. Depuis le passage du feu le lundi dernier, ces tout petits dorment à la belle étoile, d'où le cri de cœur de cet orphelin. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous n'avons plus où dormir. Nous n'avons pas où aller. Les responsables de l'orphelinat invitent les bonnes volontés à leur venir en aide pour redonner du sourire à ces enfants. Je demande aux bonnes volontés de nous venir en aide. Je ne sais plus quoi faire avec ces enfants. Nous n'avons pas où dormir. Je demande au ministère de l'Action sociale de nous venir en aide. Donc, affaires sociales, et Rafa, au secours, et Rafa mal à nous, les gens des bonnes volontés. Au-delà du loyer qui est cher aux yeux des gestionnaires de l'orphelinat, ils disent avoir tout perdu après cet incendie.
Cap à présent sur la centrale électrique de Sansouré, c'est dans la préfecture de l'Abbé. L'infrastructure construite par les colons n'est que l'ombre d'elle-même en ce moment. Le barrage hydroélectrique qui ravitaille la centrale ne fonctionne plus et le cours d'eau qui l'alimente aussi disparaît à petit feu à cause de l'agression qu'il subit par des fabricants de briques. C'est ce qu'estime un citoyen. Conséquence, la desserte en courant électrique est loin d'être effective à l'Abbé. C'est un reportage de Mamoudou Bouléré Diallo et de Tcherno Sadouba. Autrefois un endroit hautement sécurisé, voici ce qui reste de la centrale électrique de Sansouré. La ville de l'Abbé reste toujours dans le traditionnel tour de rôle pour s'alimenter en courant électrique. Pourtant, pendant la période coloniale, les Blancs avaient construit cette infrastructure pour une fourniture régulière en courant électrique. C'est en quelque sorte un manque d'entretien. Sinon, on pouvait entretenir ça et maintenir ça, le barrage là comme il était, et il pouvait ravitailler la ville, même si ce n'est pas pour toute la ville, mais un peu la ville. Le bâtiment à partir duquel la centrale était dirigée a été dépouillé, puis décoiffé. Ensuite, une équipe qui serait venue de Conakry aurait emporté le moteur, témoigne ce compagnon de l'indépendance. Il souhaite que les autorités règlent cette situation pendant qu'il est temps. Il faut un dragage à lever tout ça. Et vous avez vu les filtres ici. Si on faisait un dragage, l'eau pouvait venir jusqu'ici, au moins. Au moment de El Hadj Amadou Thiam, lorsqu'il était à la commune, on voulait vraiment refaire ce barrage-là. Ils ont cherché des choses, une aide pour vraiment reconstruire le barrage, mais impossible. Mais aucune centrale ne peut fonctionner sans eau. Cette denrée vitale s'est fait rare. Pour cause, l'action de l'homme sur la nature. Des fabricants de briques contribuent à sa disparition. Là aussi, le nostalgique propose une solution. Si on pouvait organiser ces gens-là en groupement, ils pouvaient faire les briques en terre stabilisée et laisser le cours d'eau là en paix. Parce que le cours d'eau là, si ce n'est pas l'effet des gens qui font ces briques là, le cours d'eau là, vous allez le trouver sur place, il pouvait être là, on pouvait vraiment continuer à utiliser ce barrage. Au gouvernement de faire face à ce problème. Parce que seul le gouvernement peut faire des travaux de ce genre, de réhabiliter ce barrage-là et de réhabiliter la centrale hydroélectrique de Sansouré. En attendant, le vieux Alimou invite les citoyens au civisme et au respect de l'environnement. Je vous l'annonçais dans les titres, au compte du grand format du jour, on s'intéresse à la menuiserie. La menuiserie considérée comme un métier réservé exclusivement aux hommes. Jessira Dubaté s'est montrée exceptionnelle. Elle serait la seule femme en Guinée à pratiquer ce travail. Elle est diplômée de l'école professionnelle de Fria. Cette femme, mère de 4 enfants, voulait tout d'abord devenir médecin. Mais après son échec au bac, elle a opté pour la menuiserie, une autre passion. Malik Siangana Kamara et Ibrahim Souri Sengsouma. Cet hangar de fortune érigé au bord de l'autoroute Fidel Castro, en face du jardin des Octobres, sert d'atelier à Jessira. Cette dame menuisier travaille ici depuis 2016. Elle y fabrique toutes sortes de meubles à la satisfaction de ses clients. Ce métier, Jessira l'a appris pendant 3 ans à l'école professionnelle de Fria en 1984. Passionnée de la menuiserie,
Les moqueries de ses amis qui ont décroché le baccalauréat ne l'ont pas empêché d'exercer son métier sans complaisance. On n'appelait pas centre de formation professionnelle, on appelait IPS. Les gens nous moquaient, nous disaient que l'imbécile précède leur salaire. IPS. Vous imaginez? C'était le courage pour être là-bas, surtout pour une fille. Les gens nous sabotaient, mais j'ai suivi formation canadienne, associée avec les formateurs guinéens. J'ai fait 3 ans de formation avec les Canadiens, à Fria. Après 3 ans, je me suis retourné encore à l'école L'Ouverture pour être sous-formationnaire là-bas avec les ouvriers guinéens. Avec des outils de travail rudimentaires tels que la scie, le rabot, le marteau, la cinquantaine fournit assez d'efforts pour donner la forme souhaitée au bois, sa matière première. Tout se passe manuellement jusqu'à la finalisation du meuble. À l'intérieur de l'atelier sont arrangés, certains déjà prêts à être livrés aux propriétaires. Non loin, des planches superposées qui attendent cette chef d'atelier. C'est mon destin qui m'a suivi jusqu'aujourd'hui. Donc je n'ai pas de regrets. Pour être menuisière, je fais tout ce qui est concerné de la maison. Je vais commencer d'abord la fondation d'étage, c'est qu'on dit le coffrail. On monte avec les maçons. À l'époque, je faisais la toiture. Charpente, oui. Mais depuis 2012, je suis hypertendu. Ils m'ont dit à la cardiologie de ne pas monter, mais à partir de 2,30 m. Donc je ne monte plus maintenant. À part de ça, je peux faire. Tout ce que l'homme fait faire à la menuiserie, je peux le faire. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. La menuiserie, Jessira dit être fière de l'exercer. Son objectif est d'encourager des jeunes filles à embrasser ce métier et devenir autonomes sans attendre l'État pour être employées. À la question de savoir si elle a une fois bénéficié de l'accompagnement du gouvernement étant l'une des rares femmes à pratiquer ce métier, sa réponse ne tarde pas. Non, alors là, je n'ai pas bénéficié d'abord. Mais je remercie le bon Dieu. Je suis venu à Conakry en 2012 en tant que veuve. Je n'ai ni père, ni mère, ni un frère qui peut m'aider dans ce métier-là, ni un mari. Mon mari est décédé dans leur grève. J'ai laissé ma famille là-bas. Tout le monde connaissait une femme menuisier. Je ne voulais pas reprendre ma vie dans la rue, ni dans les hôtels. Ce que j'ai fait, je suis fier de ça. Je suis venu à Conakry après fin de veuvage. Je me suis battu. Je me suis battu avec l'excellence Albert Damantan Camara. Je me suis battu. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Première position, il a pris un magasin à son foyer. Mon père là-bas 900 000 francs par mois. Il a payé 1 an. Là où il est comme ça, que Dieu le protège, que Dieu le dirige dans le bon chemin. Il est le seul. Quand je dis le gouvernement de Alpha, c'est Damantan, il a été le premier à le faire et le dernier pour le moment. Tout ce que l'homme fait faire, la femme peut le faire. Je demande aux bonnes volontés guinéennes et les cadres guinéens et le gouvernement guinéen de venir au secours. Parce que moi, là où je suis comme ça, à mon âge, je ne peux plus faire retour. Victime de l'opération de déguerpissement en cours à Conakry, une partie de son atelier n'a pas échappé à la casse. Les pertes enregistrées selon elle sont considérables. Plusieurs de ses meubles ont été détruits alors que l'atelier était fermé à clé. Elle se demande comment rembourser les propriétaires qui ne cessent d'accentuer la pression. Malgré tout, Jessira ne compte pas baisser les bras. Celle qui s'est fait appeler le Nelson Mandela des femmes de métier veut marquer l'histoire des femmes dans sa Guinée natale, à l'image de Mbalia Camara, Adjamafori, Bangoura. Des images qui donnent le sourire carrément. Nous vous disons merci, c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à l'équipe de la rédaction. Portez-vous bien, restez avec nous et bonne suite de programme.